Alors, il faut qu'on vous parle, parce que c'est assez peu connu, de cette incroyable résilience de l'économie ukrainienne qui, après avoir perdu un tiers de son PIB en 2022 au moment de l'invasion russe, eh bien, croît aujourd'hui un PIB, enfin en tout cas une croissance de près de 4% par an. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Là, j'imagine, c'est ceux qui nous regardent qui se disent « mais qu'est-ce qu'il raconte là, l'autre zozo, là, en parlant de moi évidemment ». Comment est-ce possible de croître de 4% cette année, l'année prochaine, quand on est un pays en guerre? Vous-même, vous revenez d'Ukraine. Oui, c'est ça. J'ai passé une semaine et justement, je pourrais aller voir ce paradoxe parce que quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit c'est à peine croyable de voir ce pays qui a été décimé, qui a perdu 20% de son territoire, 20% de sa population à peu près, et donc qui a perdu le tiers de son PIB, vous le rappeliez, en 2022, après l'invasion russe. Eh bien, quand on voit ce qui se passe concrètement, tous les organismes extérieurs, notamment la BERD, disent que le rythme... Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Pardon, BERD, banque. Oui, absolument, oui. Ce grand organisme spécialisé dans les pays de l'Est, d'Europe de l'Est, bon, vous parie sur presque 5% pour l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, il s'est passé que les Ukrainiens ont une capacité d'organisation, d'adaptation assez extraordinaire. C'est-à-dire que malgré la guerre, malgré les destructions, même si ça a augmenté la pauvreté, enfin, il y a des dégâts humains énormes, mais le business s'est réorganisé et c'est ce qu'on est allé voir sur place. Je vous donne un exemple, l'agriculture qui est le pilier de l'économie ukrainienne. Elle a été bloquée, cette agriculture, parce que le principal port sur la mer Noire d'Odessa a été bloqué. Beaucoup d'installations ont été bombardées, les greniers bombardés dans les exploitations. Le port a été réouvert grâce à l'armée ukrainienne qui a maté l'armée russe dans la mer Noire. Et quand on va dans les exploitations, ça redémarre à fond. Ils se font parfois détruire leur stockage, leur grenier à blé. Ils réparent et ça redémarre. C'est un peu la même réaction dans tous les secteurs de l'économie. C'est-à-dire que on détruit, on reconstruit et on redémarre. Donc il y a une résilience, c'est vraiment le bon mot, assez extraordinaire dans cette économie. Et ce qui fait que même si ça part de bas, même si on a perdu un tiers de sa richesse... Oui, j'allais vous dire, il y a un effet de rattrapage aussi. Hein. Tout à fait, ça part de bas, mais tout en étant en guerre, parce que c'est bombardé tous les jours, eh bien, ça redémarre à ce rythme de 4-5% par an. Ouais. Une économie ukrainienne qui s'est donc réinventée pour s'adapter aux défis de la guerre. Et donc voilà, des entreprises publiques et privées qui se sont restructurées, qui se sont adaptées. On pourrait donner d'autres exemples encore? Oui, alors il y a deux types de restructuration. Il y a par exemple le géant de l'énergie, qui est un mastodonte, qui s'appelle Naftogaz, 100 000 salariés, vraiment l'héritage de la période soviétique. Donc on pourrait se dire, celui-ci, comment il va s'adapter? Eh bien, il s'est très vite réadapté en faisant le ménage, en coupant dans les coûts, en augmentant la production de gaz, c'est-à-dire que jusqu'alors, historiquement, l'Ukraine a acheté son gaz à la Russie, alors qu'il y a beaucoup de gisements. Eh bien, ils y sont allés à fond depuis 2 ans. Et le résultat, 2 ans après, c'est qu'ils sont autosuffisants en gaz. Donc on voit bien que, et idem, eux réparent, souvent ils sont bombardés, bon, ils réparent, mais on voit bien que cette grande entreprise, elle a réussi à se restructurer, elle faisait des pertes en 2022, elle est légèrement en bénéfice aujourd'hui, donc c'est un bon exemple. Autre exemple, c'est plus pas de la résilience, mais de la créativité, de l'innovation. C'est un pays de technologie. On l'a découvert après l'invasion, on a vu que beaucoup en fait, de groupes d'Europe de l'Ouest avaient délocalisé leur informatique, comme Capgemini par exemple, ou d'autres, en Ukraine. Il y a beaucoup d'ingénieurs, ils sont très bien formés. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, il y a un foisonnement de start-up qui se crée, et qui se crée évidemment dans le militaire. J'ai rencontré une start-up qui s'appelle UA Damage, qui vient de se créer et qui a créé en fait un drone avec des capteurs pour localiser les champs de mines. C'est évidemment très utile en ce moment, puisque c'est très dangereux, c'est le pays le plus miné au monde. Eh bien, avec ces drones, on localise les mines et donc on organise le déminage de façon beaucoup plus rationnelle. Et il y a un écosystème de 300 start-up en Ukraine qui foisonne. Et donc ça, on ne le voit pas. On a souvent une image misérabiliste de ce pays. C'est évidemment très grave. Il y a des morts tous les jours, et notamment sur le front. Mais dans une partie du pays, notamment à l'ouest, qui est beaucoup plus sûre, ça se développe et donc on voit cette croissance. On peut dire que l'économie ukrainienne se porte mieux au final que l'économie russe?
Alors oui, en ce moment, c'est très intéressant de faire la comparaison, parce que pendant ces dernières années, on a vu que l'économie russe n'avait pas faibli, malgré les sanctions occidentales. On est au 10e train de sanctions en Europe, et les États-Unis en ont fait aussi récemment. Donc, comme les prix de l'énergie s'étaient bien portés, la manne pétrolière a permis à Vladimir Poutine de continuer à stabiliser son économie et de financer son effort de guerre. En ce moment, ça semble tourner, et notamment l'inflation qui est officiellement de 10% et qui serait beaucoup plus élevée. Donc on voit la croissance qui ralentit, alors que de l'autre côté, c'est vrai qu'on voit l'Ukraine, après le choc de 2022, qui est en train de se redresser et qui est en train, alors si on voit les chiffres, de gagner la guerre économique par rapport à la Russie, même si la Russie, il faut toujours être prudent, puisqu'il y a, vous savez, très peu de journalistes sur place et d'experts sur place, donc c'est pour constater ce qui se passe véritablement. Ouais, enfin, côté taux d'intérêt, on a les taux d'intérêt à 23% apparemment en Russie, contre 13% en Ukraine, donc ça dit bien que la situation n'est pas la même du tout. Hein. C'est ça, et donc on voit bien l'impact, vous savez, en Russie en ce moment, les géants du business crient et critiquent la Banque centrale et ils disent qu'on ça ne peut plus durer comme ça. C'est-à-dire qu'avec des taux à 23%, on voit bien que le business ralentit, et donc il y a une... c'est en lien avec l'inflation, justement. Oui, c'est ça, c'est pour casser l'inflation, mais du coup... pour soutenir aussi la monnaie. C'est ça, et donc du coup, on voit bien que les géants de l'industrie russe ne sont pas du tout contents de cette politique. Combien de temps l'économie, pour le coup, ukrainienne pourra résister ? Alors, parce que, je disais encore une fois que l'Ukraine fait face à des graves pénuries d'électricité, on le sait, puisque tout ça est attaqué par la Russie, d'hommes et aussi d'argent. Oui, alors, l'énergie, c'est le nerf de la guerre, on va le dire. Les Russes ciblent les centrales électriques notamment. Ouais. Beaucoup ont été détruites. En ce moment, les Ukrainiens aussi se réorganisent pour avoir de la production d'énergie beaucoup plus locale, beaucoup plus décentralisée, donc moins vulnérable. Installer des panneaux solaires locaux, des générateurs dans chaque entreprise, pour ne pas avoir ce type de centrales qui peuvent être visées par les Russes. Donc, ils sont en train de relancer quand même la production d'énergie. Les prévisions sont plutôt optimistes, mais effectivement, c'est quand même un sujet à résoudre. Le deuxième sujet, plus compliqué peut-être, c'est la main-d'œuvre. C'est-à-dire, il y a 8 millions de personnes qui sont parties et il y a une bonne partie des hommes qui sont au front. Et vous avez certaines entreprises qui sont vraiment déstabilisées à cause de cela. Alors, les Ukrainiens ont quand même pensé à l'économie très tôt. C'est-à-dire qu'il y a une règle qui dit que dans certains secteurs dits stratégiques, on ne peut pas envoyer plus de la moitié de l'effectif au front. Et donc, du coup, notamment dans l'agriculture, ils ont pu préserver leurs effectifs comme cela. Donc là encore, ça a limité la casse, mais ça reste un problème. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises qui me disent « Notre souci, c'est trouver les emplois ». Et d'ailleurs, les salaires en ce moment, qui sont beaucoup plus bas que chez nous, évidemment, mais sont en train d'augmenter à cause dans certains secteurs, à cause de ces pénuries d'emplois. Et l'argent aussi, l'argent c'est le nerf de la guerre. Alors, c'est un régime, un gouvernement notamment qui est soutenu à bout de bras par notamment l'Union européenne et les États-Unis, c'est-à-dire qu'on finance le budget de l'Ukraine. Donc, ils quand même dépensent 40% de leur budget, ce sont des dépenses d'armement. Vous imaginez, on est à... Donc ça, on est à moins de 2% en France. Oui, à 2% du PIB, mais sans commune mesure avec ce qu'on dépense. Mais il n'empêche qu'ils sont vraiment soutenus par l'Occident, et si on coupait ce robinet d'aide, évidemment, l'économie s'effondrerait parce que l'État ne pourrait pas soutenir tous les projets qui sont actuellement développés. Donc c'est effectivement une économie dépendante actuellement de l'aide militaire et civile, mais ce qu'on voit dans le secteur privé et aussi dans le public rend assez optimiste pour la suite. C'est-à-dire qu'on voit une économie extrêmement flexible qui s'adapte, et donc le jour où la paix arrivera avec le soutien occidental qui là viendra beaucoup plus des investisseurs étrangers, parce qu'il faut bien savoir que l'Ukraine se débrouille un peu toute seule. Les investisseurs étrangers, ils vont encore relativement peu. Quand c'est un pays en guerre, en France par exemple, ce sont souvent des PME qui y vont pour soutenir. Mais le jour où la paix sera là, je pense que nos grands groupes par exemple iront massivement pour la reconstruction. Actuellement, on est encore assez frileux. Il y a l'aide aussi américaine qui, évidemment, qui est en jeu, qui est en question. Et on a vu dans l'actualité, c'est intéressant, c'était il y a quelques heures, une espèce de donnant-donnant proposé par Donald Trump qui propose à Vladimir Zelensky un accord. En gros, je résume, c'est poursuite de l'aide militaire contre, en gros, accès
aux terres rares en Ukraine. Et c'est là où la géopolitique est passionnante, même si elle est parfois terrifiante. On voit que la Chine potentiellement fait pression sur les métaux critiques de la transition énergétique, les terres rares. Et ben, c'est peut-être une porte de sortie aussi pour les Américains. Évidemment, il y a le Groenland aussi, mais il y a aussi potentiellement l'Ukraine. Oui, alors la proposition de Donald Trump est totalement décoiffante, a priori, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude qu'un chef d'État comme ça fasse un deal à la façon d'un businessman en disant « je vous soutiens, mais vous m'ouvrez vos terres rares ». Ouais. Et le deal est vraiment exprimé comme ceci. Ouais. Ça a choqué certains, par exemple Olaf Scholz, chancelier allemand, qui a trouvé ça assez détestable, mais il faut savoir que c'est aussi un deal proposé par Zelensky. Par Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire que lui-même a poussé cette idée pour aussi convaincre les Américains de continuer à l'aider. Parce que depuis plusieurs semaines, il essaye de justement convaincre Donald Trump de ne pas le lâcher. Et effectivement, il a poussé ce deal en disant on a effectivement des gisements et donc on peut faire cet accord. La nuance, c'est que beaucoup de ces gisements sont près de la ligne de front ou dans la zone occupée par les Russes, mais il y en a encore, il y a quand même certaines terres rares importantes qui peuvent faire l'objet de cette négociation. Pour les États-Unis, c'est vrai que c'est crucial. On sait qu'ils ont une dépendance énorme à ces terres rares, détenues en grande majorité par la Chine. Ouais. Donc c'est un conflit géopolitique, mais qui pourrait peut-être avantager les Ukrainiens. Et dans la négociation actuelle, c'est extrêmement important. Bon, avant de se quitter, il faut qu'on parle de challenge. Vous titrez La Nouvelle Donne, l'IA. Évidemment, il y a le grand sommet à Paris. Il y a le grand sommet. Alors, on aborde le sujet avec deux angles. D'abord, la grande surprise chinoise avec cette start-up DeepSeek qui a vraiment totalement chamboulé le système et montré qu'on pouvait innover de façon fondamentale sans les gros moyens et les dizaines de milliards américains. Parce que c'est ça la grande... Il paraît quand même que derrière, il y avait de l'infrastructure qui coûtait 1 milliard et quelques et que ça ne coûtait pas finalement 6 millions d'euros, de dollars peut-être. À développer. Enfin, entre les 500 milliards de Trump et donc les 6 millions d'euros de cette start-up, ce ne sont pas vraiment les gros chiffres, mais on voit bien qu'on est dans un autre modèle qui a bousculé la planète IA. Et alors, le point important, c'est de voir ce que font les Français. Ouais. Parce qu'on se dit, on est un peu largué, même totalement largué par rapport aux États-Unis et aux Chinois. Il y a quand même des pépites françaises, notamment ce qui se passe à Saclay. Et donc on explique ça dans ce numéro en disant qu'il faut quand même miser sur quelques start-up prometteuses en France et ne pas baisser les bras par rapport aux Américains et aux Chinois. Allez, merci beaucoup. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Merci Thierry. Merci beaucoup.